Salut Benjamin Bonnet. Bonjour Guillaume. Merci d'être venu faire cette interview sur Rouge Vert Bleu. Avec plaisir. Donc j'ai envie d'aborder avec toi plein de points, parce que bon, on va voir ton parcours et tout, mais donc tu es surtout producteur. Et donc moi j'ai plein de questions à te poser sur à la fois les rôles des producteurs, comment un réalisateur, auteur peut en trouver un, et peut-être les droits, enfin des questions comme ça, et aussi ta vision peut-être plus globale du marché de la vidéo en tant que producteur. Donc est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours? Alors moi j'ai un parcours un peu spécifique, mais j'ai été pendant 15 ans dans des banques en Suisse, puis j'ai décidé de tout plaquer pour faire du cinéma il y a 4 ans environ. Donc j'ai quitté la Suisse et je suis venu à Paris. Donc moi j'ai aussi découvert un peu l'industrie du cinéma, pas par un circuit traditionnel. Ouais. Et j'ai bien vu effectivement la difficulté que ça représentait quand on n'était pas initié de rentrer dans ce réseau qui est quand même un réseau en tant que producteur assez complexe. Et tu parlais de comment est-ce qu'on, en tant qu'auteur ou réalisateur, on rencontre un producteur. C'est un peu la même histoire quand on est producteur pas connu, comment est-ce qu'on rentre en rencontre des réalisateurs ou des auteurs. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un organisme, une association en l'occurrence, qui est une fédération de jeunes producteurs indépendants qui m'a beaucoup aidé quand j'ai démarré. Et qui m'a permis justement de bien comprendre un peu quels étaient les enjeux de l'industrie. L'industrie, on va en reparler, mais qui effectivement bouge beaucoup, ne serait-ce qu'en 4 ans, entre le moment où je suis arrivé et maintenant, il y a déjà beaucoup de choses qui ont évolué, on en reparlera. Ouais. Mais tout l'intérêt, je pense, de justement réussir à se fédérer et à permettre de trouver les contacts ad hoc qui vont te permettre, soit en tant qu'auteur, soit en tant que réalisateur, soit en tant que producteur, de très rapidement rentrer un peu dans le train de la production et de la réalisation. Donc moi, c'est ça mon parcours. Il se trouve qu'aujourd'hui, en plus, ça s'est accéléré assez vite parce que j'ai repris la présidence de cette fédération après seulement 2 ans en tant que membre adhérent, parce que j'y ai vu l'intérêt que ça représentait. J'y ai vu aussi la chose intéressante que ça représentait pour des jeunes sociétés de production. Et qui dit aussi jeune société de production, dit auteurs, réalisateurs, évidemment, qui y sont attachés. Et quelque part, dans un circuit assez, justement, hors des traditionnels guichets, on en parlera, institutionnels, que peuvent être les chaînes de ciné, le CNC, évidemment, ou les régions. Ouais. Cette jeune fédération, elle permet à ces producteurs de se créer un réseau. Aujourd'hui, on est plus de 80 sociétés de production. Quand j'y suis arrivé en 2015, il n'y avait que 30 structures, donc on voit bien qu'il y a une croissance assez exponentielle et une envie très forte de se regrouper ensemble. Alors, on n'est pas un syndicat. Peut-être qu'on précisera un peu plus le rôle de cette fédération après. Toi, en tant que... Comment tu t'es formé, toi, pour savoir, justement, pour lancer donc tu as monté ta structure de boîte de production? Alors, j'ai commencé par être salarié dans une structure de production existante qui s'appelle Madeleine Film, où j'ai fait de la prod exé, et j'ai réalisé notamment un court-métrage de Guillaume Brenusson, qui était le lauréat du label... de la bourse du Mobile Film Festival, et qui m'a donc permis d'apprendre à peu près le métier sur le tas en me jetant dans le grand bain et en faisant des dossiers de financement en l'occurrence, puisqu'on a obtenu l'aide de la région Nord à l'époque. Donc oui, c'est sûr que c'est vraiment là pour le coup sur le tas et on se professionnalise après. C'est-à-dire que j'ai eu envie de créer ma structure assez rapidement pour porter mes projets. Et donc là, on est confronté assez vite aux complexités de l'administration, de comment juridiquement on crée une structure. Il faut un capital social, il faut des associés, il faut, bref, tout ce genre de choses, un comptable. Bon. Tu penses qu'il y a des écoles, justement c'est l'école du terrain qui est la meilleure, ou il y a des écoles qui forment au métier de producteur? Aujourd'hui, la FEMIS a ouvert, par exemple, en l'occurrence, une filière producteur. Donc oui, il y a des producteurs qui sortent de la FEMIS. Il y a des BTS qui permettent aussi de devenir directeur de prod et du coup assez facilement. Mais je trouve qu'effectivement, producteur aujourd'hui, c'est avant tout être en capacité de, on va dire, dénicher des talents, d'accompagner des auteurs, des jeunes réals et avoir une capacité commerciale, on va dire, ou en tout cas financière, d'aller chercher des fonds. Donc ça, c'est plusieurs rôles différents. On a tendance à... Donc il y a les producteurs exécutifs, les producteurs délégués. Tu peux nous éclaircir un peu ça? Alors, c'est assez simple et un peu compliqué en même temps. Le producteur délégué, en fait, c'est celui qui a la responsabilité de la bonne fin d'un film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il financièrement va assumer avec sa structure les éventuelles problématiques de dépassement budgétaire. Donc c'est lui qui va assumer avec sa structure juridiquement la bonne fin de ce qu'on appelle la bonne fin de film. C'est pas forcément lui qui va chercher les financements? Alors non, généralement d'ailleurs c'est son prod exé.
Quand on a le luxe d'avoir dans une production plusieurs types de producteurs, le producteur exécutif, c'est celui qui suit le projet, mais c'est celui aussi qui va faire tous les dossiers de financement. Parce que, en fait, aller chercher des fonds, c'est surtout faire des dossiers qui sont assez fastidieux et assez compliqués, où il faut remplir des budgets, des plans de financement, il faut faire tout un travail en amont autour du film, du scénario jusqu'au au plan de financement. Et ça, généralement, ce n'est pas le producteur délégué qui le fait. Le producteur délégué, si on caricature un peu, c'est celui qui vient sur le tournage pour s'assurer que tout se passe bien, qui effectivement signe l'échec et qui est là en cas d'imprévu et en cas de grosses problématiques, qui va décider soit d'arrêter un tournage, soit de le continuer, soit et gérer avec les distributeurs. Maintenant, dans les structures moyennes ou les structures qui se construisent au départ, il y a rarement, en fait, le producteur délégué, c'est aussi le producteur exécutif. Donc cette notion-là, elle est relativement, la frontière est quasiment nulle dans des structures avec on va dire des effectifs relativement restreints. Mais normalement, le producteur exécutif, c'est celui qui est responsable de la fabrication du film, celui qui va exécuter, qui va faire le film. Alors après, il y a une notion qui est assez compliquée parce que si on prend le langage anglo-saxon, c'est pareil, c'est pas la même chose. Un executive producer, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle un producteur exécutif en France. Executive producer en anglais, c'est effectivement celui qui va exécuter. Alors qu'en France, le terme exécutif est plus celui qui est le bras droit du producteur délégué et qui est très souvent le producteur délégué quand celui-ci n'est pas là. Donc c'est assez flou et j'ai envie de dire que c'est presque un jargon assez inutile. Dans les faits, il faut une structure de production, il faut quelqu'un qui fasse le boulot et il faut quelqu'un qui gère le lien avec le réalisateur parce que le binôme finalement indispensable et qui va permettre en prépa, en tournage, en post-prod et en exploitation de faire en sorte que le film ait la meilleure vie possible, c'est le duo prod-réal. Donc idéalement, c'est bien quand c'est institut personae, donc c'est une personne qui est désignée. Et très souvent, on se rend compte que c'est une seule et même personne. Et c'est pareil, même les structures qui ont des prods délégués et des prods exés, très souvent, ils font plusieurs projets en même temps. Donc il y a un producteur qui est spécialement dédié à un projet, l'autre qui est sur un autre projet qui se passe en même temps et qui n'est pas au même niveau de fabrication. Et du coup, c'est pour ça que cette frontière, moi, je trouve qu'elle est plutôt théorique que réellement... Après, dans les faits, c'est vrai qu'une structure, elle est enregistrée au registre du commerce avec un producteur délégué qui est celui vers lequel les créanciers pourraient se retourner en disant c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable juridiquement de la bonne fin du film. Donc comment on finance un film alors? Parce que le producteur, on a l'image du producteur américain qui aligne son fric perso. Comment ça se passe réellement en France? Alors après, ça dépend. Quand tu parles de film, j'imagine que tu parles de film de cinéma. Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus large qui va aussi sur le digital ou pas? Mais sur assez classiquement, oui, il y a encore 40 ans, les producteurs, d'ailleurs la structure dans laquelle j'ai commencé à bosser, Madeleine Film, le producteur délégué finançait aussi ses films avec ses fonds propres. C'était une époque où les Rassam, les Berry, etc. finançaient une partie de leurs films avec leurs fonds propres. Ça, c'est très limité aujourd'hui. Je crois que ça existe quasiment plus parce que déjà, les budgets des films sont colossaux et les risques sont énormes. Donc, il n'y a plus aucune fortune personnelle ou aucune banque qui va assurer ou assumer le fait de dire oui, on part ensemble sur un budget de film qui fait 5 millions avec le risque que ça soit qui est passé d'entrée, qui ait un point de rentabilité qui soit trop élevé et que le film du coup soit... Donc ça se finance par des circuits traditionnels. Donc les circuits traditionnels, on a la chance encore en France aujourd'hui d'avoir le CNC qui est l'organe phare, on va dire, et clé, avec notamment l'avance sur recette. Donc ça permet les aides à l'écriture et l'avance sur recette. L'avance sur recette, tu peux expliquer vite fait Alors l'avance sur recette, c'est un montant que le CNC va donner au producteur quelque part en lui disant voilà, je te donne un premier montant X qui va te permettre, après c'est un levier pour trouver d'autres financements parce qu'on connaît bien le principe du financement, c'est des effets boule de neige, un premier financement appelle un deuxième financement et quand le CNC est derrière, ça rassure une chaîne, ça rassure une collectivité territoriale, ça rassure éventuellement d'autres partenaires, un distributeur notamment et donc ce montant-là sera remboursé si le film se fait et qu'il y a des remontées de recettes au premier rang et au premier euro. C'est-à-dire que c'est avec le distributeur, c'est un prêt à taux zéro. Mais l'avantage de l'avance sur recette, c'est que par exemple, si le film ne devait pas se faire, vous n'avez pas à rembourser.
Okay. Donc c'est un pari et un risque que prend le CNC de se dire j'investis un montant X sur un auteur en espérant, et je pense, je n'ai pas les données en tête, mais qu'il y a 80% des films qui reçoivent l'avance sur recette qui se font, donc c'est au final un pari qui est plutôt payant. Et très souvent d'ailleurs l'avance sur recette se donne sur des réalisateurs qui ont déjà fait des courts-métrages qui ont été reconnus, pour ceux qui font des premiers films, et aussi ils misent sur des couples justement producteurs-réalisateurs qui passent ensemble du court-métrage au long-métrage et qui du coup ont un track record un peu positif et sur lesquels voilà, ils misent en faisant un risque, on va dire, un peu mesuré, en ayant quasiment la certitude que l'essai va être transformé et que le. D'accord. Et ça, l'avance sur recette, tu l'obtiens via les commissions par une commission. Traditionnelle. Donc généralement, tu fais d'abord ce qu'on appelle une aide à l'écriture. Qui obtient l'aide à l'écriture, c'est pareil, parce que l'aide à l'écriture, elle n'est pas remboursable si le film ne se fait pas. Donc le CNC a tout intérêt, quand il a donné une aide à l'écriture à un auteur, on va dire environ 40 000 €, ce qui permet par exemple aux producteurs qui n'auraient pas la trésorerie de ne pas payer de minimum garantie à l'auteur pour que celui-ci, pendant un an, écrive une version de scénario sans que le producteur ait à débourser de sa poche, ce qui est logique pour payer un auteur qui va écrire pendant un an un scénario de long métrage, de le présenter par exemple au CNC et aux financiers, de se dire ce montant-là, j'ai pas la trésor parce que je suis une jeune boîte, parce que je peux pas me permettre de miser 40 000 € sur potentiellement un film qui se fera jamais, c'est le CNC qui joue ce rôle-là. Donc ça c'est capital, c'est primordial et c'est vraiment une exception culturelle française. Donc ça c'est louable et je pense que c'est très important. Après, c'est sûr que le CNC va financer une catégorie de films. Donc on n'est pas dans les films, on va dire, dits populaires, on est dans les films non plus, pas forcément les films de genre, bien qu'ils se mettent un peu, je pense que Julien Neutre en parlera, et à la fois aux films de genre type, ce qu'on appelle le film de genre en France, puisqu'ils créent des résidences maintenant aussi, je crois, avec SoFilm, où ils sont partenaires pour mettre en avant ce type de film. Ils sont aussi sur de l'animation, donc ils s'ouvrent assez largement, et même aussi pour les contenus digitaux. Mais c'est sûr qu'il y a une typologie de dossiers, c'est-à-dire que sur une grosse comédie populaire, par exemple un Christian Clavier, il sait très bien qu'il ne va pas aller demander ni une aide à l'écriture, ni une avance sur recette au CNC. Pourquoi c'est les commissions qui filtrent tout ça? Parce qu'ils ont vocation à aider des projets plus, on va dire, fragiles et qui ne se montreraient pas à travers des distributeurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter un projet de long métrage, en l'occurrence, vous avez impérativement besoin, le producteur, de mettre dans le plan de financement très rapidement un distributeur. Le distributeur, c'est la personne qui va aller avancer aussi ce qu'on appelle un minimum garanti. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais le minimum garanti, c'est un terme qui revient très souvent. Il revient souvent pour la raison pour laquelle c'est que l'auteur et le producteur signent ce qu'on appelle un minimum garanti dans un contrat de cession de droit. Le producteur et le distributeur signent effectivement aussi un MG, donc un minimum garanti dans le cadre de ce que le distributeur amène pour financer le film en disant moi je suis prêt à dépenser, on va dire, sur un budget moyen de 3 millions, il peut mettre 500 000 € en disant voilà, ça c'est les frais que je vais avancer en termes de distribution, c'est-à-dire toute la pub, toute la com, tout le marketing autour du film, donc de manière à gérer. Ça s'appelle le minimum garanti. Voilà, exactement. Donc il le donne, il l'avance, et lui, pareil, il va se récupérer au premier rang et au premier euro. C'est-à-dire que dès qu'il y a des recettes, dès qu'il y a c'est lui qui passe prioritaire en couloir de remboursement avant même le producteur. Donc oui, c'est lui qui prend le risque maximum, clairement. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important. Le distributeur, c'est généralement séparé du producteur. C'est une autre boîte qui s'occupe de ça, qui est spécialisée dans la distribution. Alors, il y a des boîtes comme Oecourt, comme Memento, historiquement, comme le Pacte, qui sont des boîtes qui font et producteurs et distributeurs. L'avantage, c'est que du coup, ils distribuent leurs propres films. Mais effectivement, c'est des structures qui, eux, ont la trésorerie pour être distributeurs et du coup se dire, OK, je prends un risque à 100 000 € sur tel film parce que je sais que l'autre où je vais mettre 500 000, j'ai à peu près une certitude, même si dans le cinéma, il n'y a pas de recette magique pour dire ça va se transformer nécessairement en un succès au box-office, mais qu'ils ont la capacité d'être les deux. Et après, vous avez ce qu'on appelle les studios, qui sont à la fois des exploitants et des distributeurs. Donc ça, c'est les MK2. C'est plus tellement le cas MK2, puisqu'ils produisent quasiment plus. Mais les exploitants deviennent ce qu'on appelle des studios comme aux États-Unis, mais qui font aussi la distribution. Donc il y a UGC, il y a Pathé, évidemment, qui sont aujourd'hui ceux qui trustent la distribution et l'exploitation. En tant que réalisateur-auteur, quand tu tapes à leur porte et qu'ils te disent oui, généralement c'est bon signe parce qu'ils ont déjà tout le... C'est clair, sauf que ça n'arrive jamais. En fait, un réalisateur ne va pas avoir directement un distributeur ou un exploitant en lui disant je vais faire un film. Parce qu'eux vont leur dire très rapidement mais ok, c'est qui votre producteur? Donc, c'est à la fois assez complexe et assez simple. C'est-à-dire qu'il y a un couple plutôt réalisateur-producteur et derrière le couple distributeur-exploitant.
Et grosso modo, le producteur discute avec le distributeur et c'est ce couple-là qui va faire en sorte que le film qui est en fabrication soit financé et soit exploité à terme pour la partie remontée de recettes par les exploitants et les distributeurs. Donc là, on est déjà dans un schéma un peu complexe, mais très traditionnel. Et là, ça fonctionne pour tous les types de films et types de projets. Okay. Et donc, une fois que le producteur a trouvé un distributeur, donc c'est un peu la première mission avec le CNC. Complètement. Une fois que tu as ça, c'est quoi les autres financements et tu peux nous dire à peu près les pourcentages, genre les diffuseurs, tout ça, après, il faut aller effectivement voir les chaînes télé. Donc là, il faut essayer d'embarquer les chaînes traditionnelles aujourd'hui, hertziennes, qui financent encore. Canal+ finance peu, voire quasiment plus dans le cinéma français aujourd'hui. Mais TF1 commence à s'y mettre. Ils ne font pas que de la série télé. France 2, France 3 évidemment, Arte plutôt sur des unitaires et des projets bien spécifiques. Et voilà, donc ça c'est le circuit, je dirais, traditionnel. Et après, les collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales, c'est les régions. Donc quand vous avez un projet qui va se tourner dans une région spécifique, vous allez chercher le fonds de soutien de la région qui permet de financer ce qui manque. Voilà, ce qui manque, et généralement ça ne suffit jamais assez. Donc généralement aussi il y a ce qu'on appelle la possibilité de faire des coproductions. Il y a des coproductions beaucoup qui se font avec la Belgique parce qu'ils ont notamment ce qu'on appelle le tax shelter, qui permet en fait de faire ce qu'on appelle des économies d'impôts, c'est-à-dire que ce que vous dépensez, en fait vous avez un tax rebate qui existe aux États-Unis et qui est le moyen de financer aux États-Unis avec les fonds, les private equity, le cinéma américain, puisqu'ils n'ont pas le système du CNC et des collectivités territoriales, et qui là en fait est un crédit d'impôt, c'est-à-dire que Besson aujourd'hui a permis notamment d'éviter qu'aujourd'hui tous les projets qui devraient se tourner en France se tournent en Belgique ou dans les pays européens qui ont des crédits d'impôt plus importants, puisque le système maintenant, ça c'est pareil, Julien Neude vous en parlera très bien, il y a un pourcentage qui permet au producteur français qui veut tourner en France d'avoir un crédit d'impôt qui est beaucoup plus important. Donc la somme qu'il avance, il va la récupérer à un moment donné. Et après vous avez les fonds type Cofinoga, les Sofica qui vous permettent de c'est des banques ça? Ça c'est souvent des banques. Donc en fait ils vont voir leurs clients, ils leur disent est-ce que ça vous intéresse on va prendre 10 projets de cinéma, on va les mettre dans un fonds. Sur ces 10, il y en a 3-4 qui vont être rentables, les autres vont l'être un peu moins, vous nous laissez gérer, sachant que par contre les fonds, eux, par exemple, quand ils vous prêtent 1, ils demandent en rentabilité 1,2. Donc il faut savoir que s'ils vous prêtent 100 000, il faudra là aussi dans les remontées de recettes leur verser 120 000 grosso modo. C'est à peu près le ratio parce qu'une banque ne prête jamais sans intérêt. Et donc c'est pas un prêt classique? Ça c'est pas un prêt du tout là pour le coup. C'est carrément tu mets ton un film un peu financement. en bourse un peu. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Complètement. Tout le monde peut se dire tiens, je vais investir dans un film via une banque. C'est des fonds qui sont détenus. Voilà. Après, il y a des banques qui sont spécialisées dans le cinéma. La Neuflize, par exemple, a beaucoup d'intérêt pour le cinéma. BNP Paribas s'y met. Alors, eux, ils deviennent aussi, on va dire, producteurs ou coproducteurs des films, ce qui est rare. C'était le cas pour Valérian, par exemple. Donc, ils sont coproducteurs du CNC du terme. C'est-à-dire qu'eux, pour le coup, ils mettent de l'argent, mais c'est pareil, ils ont des remontées de recettes directes en tant qu'ayant droit. Alors, en l'occurrence, je crois que sur Valérian, ils ont investi pas mal et ce n'est pas forcément en termes de recettes sur le territoire français à la hauteur de ce qu'ils imaginaient, parce qu'ils ont un point mort qu'un film qui coûtait 200 millions, je pense qu'ils ont un point mort qui est assez élevé, un seuil de rentabilité assez élevé. Mais bon, ça après, faudrait leur poser la question, mais ça pourrait être intéressant d'interviewer Bertrand Ciseaux, qui est le responsable de la com BNP Paribas et qui a beaucoup œuvré sur Valérian. Et alors, quand on cherche à produire, pas pour le cinéma, mais pour la télévision, et ensuite peut-être on parlera plus du digital. La télévision, après, c'est pareil en fait. C'est quelque part, il y a des producteurs qui sont spécialisés dans des programmes plus orientés. La télé aujourd'hui, ils ont souvent leur structure de production. Donc les séries France 2, les séries France 3, c'est souvent en fait ils font des appels à projets. Je sais que par exemple là sur des formats un peu plus différents, alors qu'on le voit en poupe aujourd'hui, qui sont des 10 x 10 minutes ou des aspects un peu plus sériels, ils font appel. Ils se sont mis d'ailleurs, il y a un fonds qui a été créé par France Télévisions
avec la SACEM et la SACD et le Pictat Novo, enfin la région Grand Nord, pour faire appel à des auteurs et des réalisateurs. Donc ça, c'est des appels à projets qui ont lieu tous les 6 mois, où ils demandent voilà, d'envoyer des synopsis, des projets, et en fonction de ce qu'ils reçoivent, ils vont derrière aider, donner de l'aide à l'écriture, demander aussi à ce qu'il y ait un producteur qui les accompagne. Donc c'est là où ils font aussi rentrer, je dirais, un producteur traditionnel qui produit aussi du contenu télé. Mais tout ça est très poreux. Enfin, on se rend compte qu'aujourd'hui, les frontières sont quand même assez en train d'exploser. Ouais, c'est le même fonctionnement. C'est juste qu'il n'y a plus de distributeur ou il y a quand même un distributeur? Alors là, il n'y a pas de distributeur, puisque en l'occurrence, ce n'est pas un produit qui est dirigé vers une salle de cinéma. Mais il ne peut pas être distribué quand même en VOD ou en DVD ou en je ne sais pas quoi. Après, ça, c'est la chaîne qui gère directement si elle met en vente. Enfin, ou si elle... Ça, c'est la fameuse chronologie des médias qui est aussi quelque chose aujourd'hui qui est en train d'évoluer beaucoup et de changer. On le voit avec des nouveaux arrivants comme Netflix, qui produisent aussi leur propre contenu qui n'a pour vocation d'être diffusé que sur des plateformes. Tu peux expliquer vite fait du coup ce que c'est la chronologie des médias? La chronologie des médias, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites un produit dit culturel, donc qui va avoir un visa d'exploitation CNC au sens voilà, culturel du terme. Visa d'exploitation, c'est obligatoire pour pouvoir vendre diffuser, diffuser en salle et faire avoir un ticket payant en fait. C'est tout simplement ça, faire une remontée de recettes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait... Et ça, c'est le CNC qui l'attribue? Ça, c'est le CNC qui l'attribue. Donc le producteur envoie les infos dont le CNC a besoin pour obtenir un visa, et notamment par exemple dans le cadre d'un produit dirigé vers le cinéma, le CNC ne donne un agrément de production et ne donne un visa d'exploitation et donc un visa de censure aussi que si le producteur a bien respecté toutes les obligations légales, notamment en termes de conventions collectives pour payer correctement les intermittents, les salariés, etc. Donc tout ça est quand même relativement très encadré, mais tant mieux d'ailleurs. Et donc une fois que vous avez ce visa, vous pouvez exploiter votre film et faire des remontées de recettes. Et donc, le CNC oblige à ce que, en premier lieu, les films passent dans les salles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand vous allez au cinéma, admettons que vous avez un ticket qui, on va dire, a une moyenne de 10 €, il y a 5 € qui revient à l'exploitant, donc celui qui a la salle de cinéma, par exemple, et les autres 5 € sont répartis entre tous les ayants droit. Et le CNC, là-dessus, il récupère une partie qui réinjecte après justement dans les fonds qui permettent d'aider à la création. Donc même un film américain qui passe en France et qui fait des recettes finance le cinéma français. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui. Donc c'est très important cette chronologie des médias, parce que si effectivement Netflix, quelque part, inonde le marché avec des films américains qui ne vont plus au cinéma, qui passent directement sur des plateformes, du coup, il n'y a plus ce financement et cet effet vertueux que représente l'exploitation salle. Après, moi, je dirais que j'ai une approche un peu... Voilà, mais ça, c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est réguler un petit peu les nouvelles manières de diffuser du contenu vidéo. Mais moi, je ne suis pas vent debout comme peuvent l'être des producteurs, on va dire, de l'ancienne génération. C'est aussi la raison pour laquelle cette fédération des jeunes producteurs réfléchit à comment est-ce que... on a intérêt à prendre, je dirais, le virage avec l'évolution et pas être systématiquement en train de se dire mais non, je m'accroche en fait à des prérequis ou à des avantages qui sont au final certes vertueux d'une certaine manière, mais qui vont à l'encontre, à mon avis, du sens de l'histoire. Donc typiquement, c'est pareil, quand on est passé de la pellicule au digital, tout le monde s'est dit « oh là là, mon Dieu, c'est la mort du cinéma ». Et en fait, finalement, on se rend compte que ça a quand même des effets positifs et notamment des effets de levier, on y reviendra, mais ça permet à des jeunes réalisateurs et auteurs notamment de s'autoproduire, de faire des produits de qualité avec des coûts qui sont effectivement plus faibles. Mais du coup, cette chronologie des médias, elle est en train un peu d'exploser. Donc on était au début avec obligation de passer en salle de cinéma, puis après faire une exploitation avant que la VOD arrive en DVD, enfin télé, puis DVD, puis etc. etc. Donc on se rend compte que tout ça est un petit peu remanié, les cartes sont rebattues. La preuve, c'était notamment des films en compétition à Cannes qui n'ont été produits et financés qu'à travers
des plateformes VOD et qui ne sont pas distribués en salle. Alors je crois qu'il va y avoir quand même une date de sortie qui va être prévue puisqu'ils se sont mis d'accord. Ah oui. Donc après coup du coup. Mais après coup, mais je pense qu'en plus, c'est pas forcément incompatible parce que le public qui va en salle n'est pas nécessairement le public qui regarde chez lui en streaming. En plus, la VOD, si vous téléchargez, donc du coup, pas illégalement, vous avez un abonnement Netflix qui vous coûte 9,99 € par mois, vous pouvez, vous avez quand même, il y a quand même une remontée de recettes, vous payez quand même ce produit culturel que vous regardez. Donc moi, je suis quand même... On a fait les journées des jeunes producteurs indépendants là, au mois de juin à travers la fédération que je préside. Et l'idée, c'était aussi de réfléchir à ça. On avait une thématique autour de la génération No Bullshit, où on se rend bien compte qu'on est obligé, nous, producteurs, de se poser les questions en amont et non pas une fois que la révolution en fait, est déjà en marche. Et ça, on se rend bien compte qu'en dialoguant avec les nouveaux entrants, en l'occurrence, les jeunes réalisateurs, les jeunes auteurs, qui soient autodidactes, qui soient formés dans des écoles ou autres, que c'est des discussions qui sont inévitables. Et trouvons ensemble la meilleure manière de collaborer et de produire toujours du contenu de qualité, qui soit effectivement, le téléchargement illégal, moi je combattrai toujours parce que derrière, il y a une chaîne de gens qui bossent et qu'on ne peut pas considérer que ça n'a pas de valeur et ça a un coût. Donc ça... un coût humain, un coût artistique, donc ça a une valeur. Donc il faut le taxer d'une certaine manière ou faire en sorte que ça soit un produit payant. Ok, donc la Fédération des jeunes producteurs indépendants, qu'est-ce que tu appelles les jeunes producteurs indépendants et à quoi elle sert et c'est quoi l'objectif vraiment de cette fédération? Alors c'est une vraie bonne question, merci Guillaume. Jeune producteur indépendant, ce n'est pas la jeunesse du producteur, c'est la jeunesse de sa structure. Okay. Donc en l'occurrence, toute production ou tout producteur qui est nouvellement entrant et qui a une structure qui a entre 0 et 7 ans d'existence, peut faire partie de la fédération. D'accord. Après, elle est trop vieille. Après, vous êtes membre d'honneur. Après, l'idée, c'est justement d'être dans ce côté générationnel où vous transmettez aux nouveaux producteurs un peu vos best practices, vos conseils et votre accompagnement. Le cas se présente avec Laurence Lascari, qui était l'ancienne présidente, qui a une structure des ACP de l'autre côté du périph' qui existe maintenant depuis 8 ans. Donc, elle ne satisfait plus tellement aux critères. Elle vient de produire L'Ascension, son premier long métrage qui a été un succès au box-office. Et elle est toujours présente et elle nous insuffle à la fois ses conseils. Moi, je dis... Pareil, je trouve que c'est toujours très chouette d'avoir l'avantage des aînés qui nous aident à avancer et à réfléchir justement à comment produire demain. Donc les structures de production doivent avoir entre 0 et 7 ans, avoir déjà produit quand même des contenus de courts-métrages, fiction, animation. D'accord, un minimum pour en faire partie. De manière à ce qu'on considère qu'il y ait une vraie professionnalisation et que l'objectif soit d'aller vers justement financer et produire du contenu de qualité de manière à ce qu'on puisse être dans une logique de tirer un peu tout le monde vers le haut. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les membres amis. On n'est pas du tout un syndicat, effectivement. Il existe un syndicat ou deux même qui s'appellent le SPI et l'UPC, qui sont des syndicats de producteurs, donc qui regroupent les producteurs pour défendre leurs droits. Donc ce qui n'est pas du tout on n'a pas ce côté juridique-là, ni on va dire corporatiste. On est plutôt là sur de la mise en réseau. On va organiser des journées pour faire rencontrer aux jeunes producteurs les diffuseurs, le CNC, parce que c'est vrai que historiquement, c'est pas si simple que ça d'avoir des contacts, d'avoir des premières discussions, je dirais, en direct. Donc c'est l'occasion de se faire connaître, d'expliquer qui on est, sa ligne éditoriale, les projets qu'on défend, avec un focus, nous, on va dire, un peu très orienté sur les projets dits de diversité, c'est-à-dire qui, effectivement, sont aussi assez complexes à monter, qui ont peut-être une vocation à toucher un public plus large que ce que le cinéma traditionnel va aller toucher, donc avec des projets plus atypiques, plus complexes, et qui aussi ont... Parce que la fédération est née sur ce terrain-là, dans les banlieues, on va dire. C'est-à-dire autour des... Nous, on est basé, par exemple, dans le 93, au Media Lab, qui est une structure associative qui rassemble plusieurs structures associatives autour des médias et qui a pour vocation
d'aider la jeune création, les jeunes auteurs issus, on va dire, des quartiers ou des banlieues. Okay. Tu parles associatif, vous acceptez aussi du coup pas des boîtes de prod, mais des associations qui produisent des courts-métrages? Tout à fait. Donc au départ, on est plutôt dans une logique, ce sont des membres amis avant qu'ils deviennent des adhérents officiels. Mais l'idée, c'est que toute structure qui est en capacité ou en volonté de produire du contenu vidéo, à partir du moment où on fait une sorte de mini-entretien avec les membres du bureau pour estimer s'il y a un potentiel et une envie réelle et une adéquation avec les valeurs de la Fédé qui sont justement la transmission, l'accompagnement des jeunes réalisateurs et la volonté de produire du contenu de qualité autour de la diversité et pas que d'ailleurs. On est effectivement tout à fait dans notre mission là. La mission est celle d'accompagnement et celle de mise en réseau. Donc on fait des deals avec les festivals pour avoir des promos de manière à pouvoir aller régulièrement dans les marchés, rencontrer justement les auteurs en région par exemple. Au-delà de l'Île-de-France, on est en train de mettre en place un partenariat avec le festival du cinéma d'Aubagne, pareil avec Jindou qui présente des résidences d'écriture, également aussi, là je suis en réflexion, je vais voir Morad Kertobi du CNC pour le court-métrage juste après notre rendez-vous, pour discuter de talents en cours et le diffuser dans les régions au-delà justement du l'Île-de-France. Donc la vocation, elle est assez large et elle est, je dirais, plutôt d'être en capacité de découvrir des jeunes auteurs et de permettre aux producteurs eux aussi de rencontrer des talents et de faire en sorte que il y a des projets qui voient le jour. Et de faire partie de cette fédération, et même toi en tant que président, ou non, t'es quoi? Oui, je suis président de la fédération. Ça t'ouvre plus de portes justement d'arriver en force comme ça avec plein de prods Nécessairement, on devient quelque part aussi une voix. Enfin, et c'est assez basique, mais on est toujours plus fort à 2 qu'à 1. Et là, on est 60 en l'occurrence. Et typiquement, par exemple, c'est en tant que président de la Fédération des jeunes producteurs indépendants que je viens de rentrer dans le comité de sélection des courts-métrages pour les Césars, dans la mesure où du coup, moi, je porte la voix des projets que les producteurs de la Fédération présentent tout au long de l'année dans les institutions et les institutions prestigieuses, en l'occurrence les Césars. Donc oui, c'est une manière de faire parler de nous et d'une production, on va dire, un peu différente. Ouais, on reparlera peut-être de à quoi ça consiste la commission des Césars après. J'étais venu à une journée de la Fédération des jeunes producteurs indépendants et il y a beaucoup de réflexions qui se fait aussi autour de, justement du numérique, d'Internet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton point de vue justement de... Est-ce que c'est un marché aujourd'hui c'est clairement un marché. On le voit bien, notamment tous les gros... producteurs toutes les personnes, les diffuseurs, oui, s'y mettent évidemment, mais les opérateurs téléphoniques, en fait, on se rend bien compte qu'eux ont tout compris, ils commencent à investir massivement dans le cinéma aussi, parce que je pense que c'est évident que demain, en fait, le contenu vidéo, on va le regarder principalement sur sa tablette, son téléphone portable, donc ça nécessite de réfléchir au format justement, quels sont les formats adaptés pour ce type de vision, de la même manière que ça sera assez complémentaire avec d'autres types de diffusion, mais je pense qu'on peut pas ne pas réfléchir à comment prendre le virage, c'est ce que j'ai expliqué un peu, mais toutes les chaînes télé s'y mettent, même Arte aujourd'hui fait de la web-série, même Arte lance des appels à projets sur des 3 minutes, donc on voit bien que c'est format très court. Ils ont d'ailleurs là lancé récemment un appel à projet où ils cherchent à la fois du contenu pour la chaîne Arte Créative et pour la chaîne traditionnelle Arte, où il faut faire du contenu augmenté. C'est-à-dire qu'on fait par exemple un 5 minutes pour Arte Créative et il faut un 3 minutes ou l'inverse, je sais plus, je crois que c'est 3 minutes pour le web. Exactement, et 5 minutes pour la chaîne. Donc on voit bien que c'est indispensable et c'est hyper important. À chaque fois que tu parles des appels à projets, c'est des choses qui sont mises publiquement? Qui sont complètement publiques. La seule chose, c'est que... C'est pas dans un réseau ça se voit nulle part. Alors, l'avantage, par exemple, c'est que la fédération, nous, on a ces infos-là, donc on les
dispatch et on les transmet à nos membres. Okay. De la même manière que les syndicats, le SPI ou l'UPC, quand ils reçoivent ces infos-là aussi, ils les diffusent à leurs membres. Donc c'est aussi l'avantage d'être dans ces réseaux-là, c'est que vous avez l'information, on va dire en primeur. Après, il y a quelque chose de génial qui s'appelle Écran Total, qui est le magazine ou le Film Français, qui sont les magazines qui donnent les infos toutes les semaines sur justement ces nouveautés. Sur les, donc voilà, enfin... Je dirais qu'un conseil aussi pour un jeune producteur, c'est de s'inscrire assez vite dans ces magazines-là ou dans ces réseaux pour, donc, Écran Total et le Film Français. Okay. Donc aujourd'hui, si tu dois produire des fictions ou d'autres formats, n'importe, pour première diffusion web, comment tu t'y prends? Alors après, diffusion web, ça peut être large, parce que ça peut être... des plateformes payantes, ça peut être YouTube qui est gratuit, ça peut être Facebook, il y a Amazon aussi qui va peut-être sortir son truc. Les GAFA vont s'y mettre dessus, c'est sûr. D'ailleurs, le CNC est en train de réfléchir à comment intelligemment, parce que même je réfléchissais avec quand on a organisé les journées là, cette année autour du digital, on avait pas mal discuté avec la SACEM et la SACD. Eux sont tout à fait conscients du fait qu'un auteur ou un réalisateur qui produit du contenu, même sur YouTube, doit être considéré comme un créateur. Donc il y a cette notion-là d'œuvre artistique et culturelle. Donc cette frontière-là, elle devient quasiment... aujourd'hui, on peut même réclamer nos droits à la SACD ou à la SCAM, suivant les formats qu'on fait. Mais je ferai une autre interview avec ces gens-là directement. Je pense que ça va être intéressant. Ça sera plus détaillé. Je pense qu'on peut aborder d'autres sujets. Mais du coup, est-ce que tu dois produire un truc pour... il faut d'abord trouver l'auteur qui est en capacité d'être spécifiquement dans ces formats-là. Ça, c'est le plus compliqué, je dirais. Parce que, mine de rien, les auteurs qui sortent des écoles aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. On va, je pense, là... d'ici 2-3 ans, avec les nouvelles volets qui vont sortir, avoir justement ce type d'auteurs en capacité d'écrire des formats très spécifiques que sont les formats web. Après, il y a un peu, c'est complexe, c'est qu'effectivement les plateformes, en l'occurrence, par exemple que ce soit Blackpills, que ce soit Netflix et autres, sont leurs propres producteurs. Donc du coup, eux n'ont pas besoin, entre guillemets, d'un producteur. Donc eux, même Canal, ils vont aller chercher, vont faire du sourcing, même auprès d'agents traditionnels qui ont des réalisateurs dans leurs écuries et qui sont des auteurs ou des réals spécialement dédiés dans le... Donc oui, pour nous, producteurs, on va dire indépendants, c'est compliqué de faire de la production de web-séries ou de contenus digitaux face à ces plateformes-là. Mais on va dire que on s'appuie sur les acteurs traditionnels, que sont les chaînes, que sont les... et puis à nous aussi, pourquoi pas, d'être inventifs et de proposer, d'aller voir directement, pourquoi pas. Mais c'est encore compliqué parce qu'on ne maîtrise pas. Moi aujourd'hui, effectivement, admettons que j'ai un auteur qui vient me présenter, ce qui est le cas, une bible pour une série digitale de 50 fois 3 minutes. Déjà, il faut faire un pilote, grosso modo, pour montrer un peu ce que ça va être. Et puis après, il faut les taper à la porte de, pourquoi pas, dans un Blackpills, leur dire, j'ai ce contenu-là, il faut le produire, est-ce qu'on le coproduit ensemble, est-ce que je vous vends juste les droits et puis vous devenez le producteur du contenu. C'est encore pas complètement très identifié. Et pour des plateformes gratuites ou alors qui sont monétisées que par la publicité, est-ce que tu vois des manières de... Parce que clairement, les revenus publicitaires de YouTube ne suffisent pas à produire des fictions. Là, il y a pas aujourd'hui un producteur traditionnel indépendant ne peut pas, va pas se lancer justement dans le c'est impossible, dans le sens où parce qu'il faut savoir qu'un producteur, grosso modo, quand même, il va se rémunérer quand il aura payé tout le monde et notamment ces éventuels entre guillemets coproducteurs dont on parlait, avec ceux qui seront au premier rang et au premier euro. Donc les recettes générées, si ce n'est pas des recettes sales, qui sont des recettes pub par exemple, elles sont quand même relativement faibles et elles ne permettent absolument pas. Donc le producteur, il n'aurait aucun intérêt à faire ça dans la mesure où le projet ne serait quoi qu'il arrive pas rentable. Et en plus, il faut qu'il fasse un apport déjà financier pour... Nécessairement. Donc soit il va se dire ok,
je prends le risque et je mets 10 000 balles sur la table. Et peut-être, mais je pense que c'est un modèle vers lequel... non, mais par contre, les réalisateurs le feront seuls. Enfin, comme... mais pas pour gagner leur vie avec, quoi. Bah, aujourd'hui, non. Mais si après, effectivement, vous êtes reconnu en tant qu'auteur par ces plateformes et qu'elles vous reversent du coup des droits, effectivement, SACD, après, c'est sûr que ça ne fait pas vivre. Mais, Et donc, tu penses tout ce qui est placement produit, tout ce qui est peut-être... pour toi, c'est pas un modèle pour un producteur plus tradit ou c'est... On va être obligé de se réfléchir à ça parce qu'on se rend bien compte de toute manière que les même subventions... dans les financements de longs et tout, tu nous as pas parlé de placement de produits, mais ça se fait aussi pour des longs métrages. Ça se fait... Surtout pour les blockbusters. Ouais, c'est surtout ça. Enfin, j'ai pas d'exemple aujourd'hui de cinéma, de ce qu'on va appeler la production indépendante de cinéma, de produits cinéma par des producteurs français où on est... je sais pas moi, Adidas qui a mis 100 000 balles parce que on fait un film sur une équipe de foot et qu'ils sont tous équipés de la tête aux pieds par l'équipementier, quoi. Mais pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que c'est assez marrant parce que moi, je suis en train de produire de travailler sur un long métrage autour de la natation, une histoire fiction pure de la compétition de haut niveau et où on a fait un teaser de 5 minutes qui est carrément un film de court-métrage tourné 3 nuits avec 30 techniciens, etc. Et on a fait appel à un équipementier, en l'occurrence c'était Arena, qui nous a prêté en tant que sponsor tout le truc. Et donc là, pour un projet qui dure 6 minutes, de toute manière, on n'avait pas nécessairement besoin d'avoir un apport. Mais dans l'objectif d'en faire un long et où quelque part, il y a la moitié du film qui se passe dans un bassin et autour de... j'exclus pas le fait de me dire pourquoi pas aller demander, notamment en plus dans la logique de, par exemple, la Paris 2024 et les Jeux Olympiques où on va mettre en avant justement le sport de haut niveau, la compétition. Il y a peut-être une carte à jouer avec ces institutionnels-là et faire du placement de produits et faire rentrer... Parce que c'est clair que le circuit traditionnel, on a encore cette chance aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. On voit bien que les subventions quand même sont en diminution. Là, récemment, Delphine Ernotte a clairement annoncé à travers un communiqué et avec le ministère de la Culture que le financement de la fiction et de la série par France Télé allait diminuer de 150 millions. D'accord. C'était quoi leur budget à la base? Je sais plus. Mais déjà, avec le chiffre est assez vertigineux et donc montre bien que ça va être très compliqué de ne faire appel. Donc l'idée, c'est de diversifier au maximum ses sources de financement. Est-ce que je sais aussi, par exemple, qu'il y a des opérateurs comme Orange qui ont des chaînes sur leur box où tu as accès à du contenu qui est présent sur YouTube et qui rachètent derrière pour nourrir ces plateformes-là. Ça peut être une source de financement, mais je ne sais pas c'est quoi les tarifs, donc je ne sais pas si c'est viable. Là, j'avoue que je suis un peu... ça, il faut peut-être les interroger directement sur... parce que... Mais en gros, si tu as une unique diffusion sur le web, sur des plateformes gratuites financées par la publicité, pour toi, c'est pas viable. Ça me semble compliqué. Okay. Donc il faut plus avoir une multidiffusion ou alors peut-être une dernière diffusion sur le web pour arriver à... Dernière, peut-être pas en dernier au sens chronologique du terme, mais qu'effectivement, ça ne soit pas le seul et unique canal de diffusion parce que... ça va dépendre les deals, mais c'est pareil. Aujourd'hui, on peut faire un film de long métrage avec 150 000 euros. Hein. Après, il y a ce qu'on appelle l'annexe 3, qui permet, ça c'est un truc très CNC pour rentrer dans les clous de ce qu'ils demandent en termes de convention collective, mais sur des films qui ont des budgets de moins d'1,5 million. Donc c'est le cas, mais entre 1,5 million et 150 000 euros, il y a une échelle de 10. Donc du coup, c'est pareil. Dans ce cas-là, vous n'obtiendrez pas de visa CNC, vous ne pourrez pas faire une exploitation en salle, donc il faudra trouver d'autres moyens de l'exploiter. Parce que c'est compliqué de justifier un film 150 000 euros avec une équipe ultra réduite et que tu as payé tout le monde en convention collective. Moi je veux bien, mais sur 3 semaines de tournage, même avec un chef-op en réal, un preneur de son et des comédiens, ça va vite être compliqué. Donc oui, il va falloir jongler entre ces sources de... Mais le simple fait que le CNC
voient ça plutôt, je dirais, d'un bon œil et s'ouvrent à ces modes de financement alternatifs et comprennent bien que l'avenir des producteurs, qui sont quand même la cheville ouvrière de tout ça, c'est-à-dire que c'est... il faut arrêter d'imaginer que le producteur, c'est celui qui s'en met plein les poches tout le temps, systématiquement, généralement. C'est avant tout celui qui prend le risque. C'est avec le distributeur. C'est celui qui va être passionné et qui, pendant 4 ans, sur un projet, va mettre sa boîte et sa vie entre parenthèses pour accompagner un auteur et un projet dans lequel il croit à fond. Hein. Donc, et qui plus est, encore plus aujourd'hui, vu la complexité. Et, parce qu'on voit tous les films qui sortent, mais on ne voit pas tous les films qui n'aboutissent pas. Ouais. Et tout ce qui est court-métrage, avec festival, produit plus traditionnellement, avec peut-être des aides CNC, comment ça se passe? Et est-ce que donc comment tu finances un court-métrage? Tu ne veux pas le diffuser sur Internet, finalement plus traditionnellement. Et est-ce qu'une boîte de prod peut financièrement tenir qu'en faisant du court-métrage? Alors le modèle économique des structures de production qui vivent que sur du court-métrage, ça existe? Ça existe. Okay. C'est souvent des boîtes qui ont pignon sur rue et qu'on connaît, hein, je ne vais pas les citer, mais non pas que ça soit d'ailleurs des infos qui soient non révélables, mais ça existe parce qu'en fait, aujourd'hui, les guichets traditionnels permettent de financer du court-métrage. Sauf que ils en financent peu. Donc ça veut dire que c'est environ, on va dire, 10-15 films par an. Donc forcément, qui dit 10-15 films par an... Tu veux dire une chaîne de télé, par exemple, achète 10-15 films par an? Ouais, France Télévisions, par exemple, France 2, France 3, ils vont faire ce qu'on appelle un préachat. C'est pas tout à fait pareil. Le préachat, c'est ce qui permet en amont, sur la base du scénario, de donner un montant qui va permettre de financer le film. L'achat, c'est une fois le film terminé. Donc ils achètent aussi des films, mais ils en préachètent. Donc là, ils deviennent financiers du film. Le préachat, le montant se fait à la minute ou c'est au scénario? À la minute. À la minute. Donc ça, ça dépend des chaînes. Oui. Bon, en moyenne, on est sur du 1 000 € la minute. D'accord. Et pour le long métrage, c'est pas du tout comme ça? C'est pas du préachat à la minute? Alors, c'est aussi du préachat. C'est pas un montant à la minute, c'est un montant qui est déterminé de gré à gré ensemble sur comment est-ce qu'ils sont en capacité d'investir sur le film. Mais non, le court-métrage, on peut avoir comme modèle économique de vivre sur le court-métrage, mais c'est très peu de boîtes et c'est, à mon avis, pas un bon calcul, c'est risqué. Et c'est surtout, d'un point de vue ambition personnelle, je pense que c'est plus intéressant de se dire, voilà, je fais des courts-métrages parce que je découvre des réalisateurs avec qui j'ai envie de travailler, je crée un binôme de confiance, un binôme de long terme et sur la durée. Et après, on essaye de faire d'autres choses, soit du long, soit de la web-série, pourquoi pas, soit du docu. Enfin, il y a d'autres formes. Mais c'est vrai que le court-métrage, c'est un très bon exercice, moi, je trouve, pour s'apprécier mutuellement, pour se jauger un peu et décider de partir dans une aventure qui va être longue, fastidieuse, pénible et au bout de laquelle il n'y a pas forcément toujours... que des résultats immédiats et positifs. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est un tremplin et une étape indispensable pour toi, mon sens. Enfin, moi, pour le coup, mais l'avantage aussi, c'est que un projet de court-métrage, l'avantage, c'est que vous arrivez quand même à en faire bien financé, moyennement financé ou pas très bien financé, quand même avec un délai qui va entre 6 mois et 12 mois. Si vous lancez directement sur du long, ça va vous prendre 4 ans. Entre-temps, vous n'aurez rien produit. Parce qu'un court-métrage, vous avez des choses à montrer, c'est une sorte de carte de visite. Et aussi, si c'est un peu financé correctement, on arrive à tirer une marge en tant que producteur. Enfin, en tout cas, ces frais généraux, ils sont absorbés. Mais également, vous avez la possibilité potentiellement de le vendre une fois que c'est fait. Alors, on le vend à qui? On le vend à des chaînes télé, effectivement, même si c'est très compliqué. Il y a des vendeurs de courts-métrages qui sont spécialisés dans la vente de courts-métrages et qui vont essayer de faire vivre vos œuvres. Mais en plus, moi, je trouve que c'est presque plus compliqué de financer un court-métrage parce qu'il faut aller séduire, sachant que ça ne sortira pas au cinéma, ou très peu, et que c'est compliqué de raconter une histoire percutante en 20 minutes avec une vraie histoire punchy, avec des personnages, avec une dramaturgie, et c'est là que vous faites vos armes en fait avec les réals, dans la on va dire la complicité, dans la capacité à trouver une manière de travailler ensemble. Et les festivals, alors, est-ce que c'est
c'est aussi nécessaire pour toi que justement, une fois que tu as produit ton court-métrage, ou même pas produit mais autoproduit, de le faire tourner en festival? C'est indispensable. D'une part parce que c'est le moment où vous rencontrez du public. Ouais. Donc ça déjà, moi je pense que rencontrer le public sur Internet. Oui, mais c'est pas la même relation. Enfin, Ouais. vous êtes un jeune réalisateur ou un jeune prod et vous venez présenter un festival, un court-métrage dans un festival avec un public qui est devant vous, avec une salle qui réagit et un jeu de questions-réponses après. Je pense que en termes de ce que vous récupérez, voilà, et ce que vous vivez, c'est quand même autre chose. Ouais. Moi, j'ai des films de court-métrage qui n'avaient pas été préachetés par des chaînes, qui ont été vus en festival. Parce que les rôles aussi des chaînes télé et des distributeurs de courts-métrages, enfin, ou des vendeurs de courts-métrages, c'est d'écumer les festivals qui ont des marchés, parce qu'il y a 3-4 festivals en France qui ont des marchés, Clermont-Ferrand, Trouville, je suis en train de les oublier, il y en a 2 autres qui vont me revenir. Donc ce sont des festivals, mais qui sont aussi des marchés. Donc ça consiste en quoi les marchés? Ça veut dire qu'il y a un marché du film, c'est-à-dire que les acheteurs étrangers viennent regarder les courts-métrages et ils achètent du court-métrage. Donc c'est aussi l'occasion pour un producteur d'avoir la chance à ce moment-là d'avoir son film qui est découvert et d'avoir une recette additionnelle. D'accord. Donc les acheteurs, c'est qui? C'est des chaînes télé étrangères? Voilà. C'est tout. C'est à peu près tout. Okay. Il peut y avoir des plateformes, des plateformes. Ah oui, des plateformes. Short TV par exemple, qui est basé en Angleterre. Ils achètent du court-métrage. Ils achètent du court-métrage, mais alors eux, c'est du volume en l'occurrence. Votre court-métrage, ils l'achètent 10 € la minute, quoi, je crois, de mémoire. Ouais. Donc on voit bien que c'est des montants qui sont très, très faibles, mais qui ont l'avantage de faire une petite remontée de recettes et qui seront diffusés sur. Donc évidemment, ils ne demandent aucune exclusivité. Là aussi, il faut faire attention parce qu'une chaîne hertzienne française, par exemple, va demander une exclusivité sur le territoire français, etc. Exclusivité, ça veut dire qu'il n'y a qu'eux qui peuvent diffuser pendant un temps de 12-18 mois, généralement. Un producteur, c'est aussi une relation artistique avec ses auteurs ou ses réals. Comment ça se passe et quel droit le producteur a sur le projet? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, c'est une vraie bonne question parce que je dirais que tout ça, ce dont on parle depuis 50 minutes, n'a d'intérêt que si il y a une œuvre et il y a une envie commune surtout. Donc, d'où l'importance en fait de ce fameux binôme réal-producteur. Alors après, chaque producteur a souvent ce qu'on appelle une éditoriale, c'est-à-dire on se rend compte que plus ou moins on produit des films qui nous ressemblent, c'est-à-dire avec des sujets qu'on a envie de porter, des intentions qu'on a envie de défendre. Et quand vous choisissez un réalisateur ou un projet, généralement, qu'est-ce qui vous touche? C'est l'histoire qui est racontée, c'est la note d'intention. Pour moi, c'est très important. En fait, généralement, je lis souvent dans les notes d'intention avant les scénarios, de manière à me mettre dans la tête du réalisateur en me disant ou de l'auteur qu'est-ce qu'il a envie de me raconter, comment il va me le raconter et qu'est-ce qui va me toucher ou qu'est-ce qui va me parler ou comment je vais réagir. Donc ça, c'est assez important. Après, au niveau des droits, c'est assez simple en fait. Si on parle du Final Cut aujourd'hui, en France, grosso modo, c'est quand même encore le réalisateur qui l'a, c'est-à-dire qui décide au niveau du montage de quel est le film qui va être le film final. Bien évidemment que c'est des discussions qui ont lieu avec des producteurs. Alors après, sur des longs métrages, on peut avoir des distributeurs qui vont vous imposer tel ou tel artiste ou auteur ou acteur ou actrice pour jouer dans tel ou tel rôle. Mais c'est quand même assez rare. Et il y a un exemple assez fort, je ne sais pas si vous vous souvenez du film d'Olivier Dahan, Grace of Monaco, qui est un film qui a été produit en France, mais avec Weinstein aux États-Unis et qui a par exemple exigé que le film soit remonté pour le distribuer aux États-Unis parce que la version finale, qui est celle d'Olivier Dahan, ne lui convenait pas pour le marché américain. Donc ça, on n'a pas trop ça en France. Je dirais que moi, ce qui m'importe aussi en tant que producteur, c'est d'être là dans l'étape d'écriture du scénario pour que le scénario soit le meilleur possible, à la fois pour être financé, à la fois pour être ce que veut raconter le réalisateur et l'aider à accoucher de ce dont il a envie. Et parfois, c'est des choses assez complexes. Donc moi, je ne suis pas intrusif, mais par contre, c'est indispensable pour moi
qu'il y ait ce rapport d'échange et de confiance dès le départ, je dirais, sur la base soit d'un synopsis ou d'un traitement, soit sur la base d'une V1 qu'on va rebosser ensemble, pas forcément dialoguer parce que ça c'est un métier, c'est pas le mien, et je m'aperçois aussi que parfois c'est important sur des auteurs ou des jeunes auteurs qui arrivent de leur adjoindre des co-scénaristes ou des co-auteurs qui sont spécialisés dans notamment les dialogues, et c'est pas de l'interventionnisme pour l'interventionnisme, en fait, c'est juste de comprendre à chaque étape, mais qu'est-ce qu'on veut dire là, c'est quoi, comment on incarne nos personnages, quelle est l'histoire, est-ce que ça fait sens, est-ce que cette scène que tu me racontes là, comment est-ce qu'elle fait progresser le récit, ou à l'inverse, est-ce qu'elle n'est pas indispensable, et si elle ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'on la laisse, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça va répondre, je pense, aussi à une autre question qui est induite, c'est que l'important, en fait, quand même, pour aller chercher des fonds et des financements, c'est quoi? C'est le scénario. Donc, c'est le scénario, on peut le dire de toutes les manières qu'on veut, et ça peut paraître un peu pompeux, mais le scénario, c'est le matériel brut. Et il va falloir transformer ce scénario, qui est un truc écrit, un peu indigeste à lire, qui n'est même pas très agréable parce qu'il y a des codes d'écriture, c'est tout au présent, c'est des verbes de description, parfois c'est assez indigeste, pour se projeter en un film. Donc ça, c'est très compliqué. Donc ce scénario-là, pour qu'il soit écrit de la meilleure des manières, moi, très souvent, j'encourage aussi les auteurs à aller chercher ce qu'on appelle des aides à l'écriture. Alors, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, que l'auteur peut demander seul. Donc, il y a effectivement l'aide à l'écriture, même pour le court-métrage du CNC. Mais il y a aussi la Fondation Beaumarchais, par exemple, qui propose dans des commissions qui doivent avoir lieu tous les 4 mois, donc 3 par an, d'envoyer un projet, écrit ou pas complètement écrit, que l'auteur soumet à un comité, lequel comité décidera d'aider avec une bourse à l'écriture, en l'occurrence c'est 2 000 €, qui sera attribuée à l'auteur uniquement, lequel auteur pourra du coup l'utiliser comme il veut, c'est-à-dire soit faire appel à un co-scénariste ou un script docteur, ou alors se dire ok, ces 2 000 €, c'est comme un montant que je prends qui me permet pendant un mois de me consacrer à la réécriture de mon scénario avec mon producteur. Et ça, on ne le sait pas, mais la Fondation Beaumarchais, quand elle aide un projet en écriture, elle donne aussi 5 000 € au producteur qui va accompagner le film. Donc, du coup, c'est une première aide qui est super intéressante pour nous, producteurs, parce que c'est déjà un premier levier qui fait effet boule de neige. Et d'où viennent leurs fonds la Fondation Beaumarchais, elle est rattachée à la SACD, donc du coup, c'est un fonds étatique en l'occurrence, okay, c'est des fonds publics. D'accord. Vous avez également plein d'appels à projets qui sont des résidences d'écriture, ça aussi de courts-métrages, de séries qui sont disponibles et qui sont mises en place par les collectivités territoriales. Je pense notamment au Moulin d'Andé, peut-être, qui est connu, qui est une résidence d'écriture. C'est payant pour y accéder ou justement ça, on a des aides? Ça, il n'y a rien qui est payant, au contraire. Tout ça, c'est à la fois des aides où on vous immerge pendant un temps donné dans ces résidences-là, mais qui sont tous des appels à projets sur la base de candidatures et qui sont assez sélectifs. Alors, il y a quelque chose de très important qui s'appelle la maison du film court, qui s'appelle maintenant la maison du film, parce qu'ils ont vocation à passer du court au long également avec leurs auteurs et leurs réalisateurs, qui est, moi, à mon avis, indispensable pour les primo-accédants, c'est-à-dire les jeunes auteurs, les jeunes réals, mais même les jeunes producteurs, d'adhérer. C'est pareil, je crois que l'adhésion, elle est de 40 € par an. Et ça vous donne accès justement à tous ces appels d'offres. Vous avez régulièrement les infos sur, attention, s'ouvre l'appel à candidature pour la résidence d'écriture du Moulin d'Andé, la résidence d'écriture, il y en a une en Bretagne qui vient d'ouvrir, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est toute nouvelle. Donc ça, c'est des infos que moi, producteur, je relais à mes auteurs, mais quelque part, c'est aussi bien qu'eux soient en direct avec ces structures-là. Donc pour toi, un producteur doit vraiment avoir une expertise aussi au niveau du scénario, des histoires à raconter. C'est indispensable. Et d'ailleurs, après, il y a une espèce de vieux fantasme. Je pense que
n'importe quel producteur est quelque part au fond de lui une espèce d'auteur pas frustré, mais en tout cas auteur compatible, enfin ou scénario compatible ou possiblement intéressé par. Sinon c'est trop mercantile et ça serait uniquement basé sur une relation de business, donc ça fonctionne pas. Et là où d'ailleurs les binômes sont les plus efficaces, c'est quand il y a ces échanges-là artistiques. Après, sur qu'est-ce que c'est de l'auteur, c'est assez simple en fait, c'est pareil. Généralement, en fait, ce qu'il faut privilégier, c'est ce qu'on appelle un contrat d'option. C'est-à-dire que pendant une période donnée, généralement de 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, le producteur fait signer à l'auteur-réalisateur un contrat d'option qui dit que pendant 6 mois, ils travaillent ensemble tous les deux à titre gracieux à améliorer le scénario pour chercher des financements qui permettront après de faire le film. Et à partir du moment où, dans ces 6 mois-là, on sent qu'on arrive à sourcer, qu'il y a un intérêt qui se fait jour dans le marché, de vraiment là faire ce qu'on appelle un contrat de cession de droit d'auteur, où on détermine ensemble, de gré à gré, quel est le montant, le minimum garanti que le producteur va donner à l'auteur pour racheter les droits du scénario, généralement entre 15 et 20 ans, on va dire, et déterminer ensemble, notamment quand il y aura une exploitation commerciale, des remontées de recettes, quelle sera la part que touchera l'auteur en fonction des différentes chronologies des médias. Donc c'est des contrats qui sont assez fastidieux, qui peuvent faire parfois 20-25 pages, et où j'encourage d'ailleurs tous les auteurs à les soumettre à la SACD, puisque c'est eux qui sont un peu garants aussi. Ils doivent avoir un service juridique où vous pouvez leur soumettre des contrats de cession de droit, de manière à ce qu'ils vous disent si ça paraît délirant ou si c'est, je dirais, dans les classiques. Et pour avoir un ordre d'idée, les pourcentages justement qui sont attribués au producteur et à l'auteur, c'est quoi? Tellement variable. Et en plus, c'est de gré à gré. Donc, vous faites vraiment… Et c'est très variable en fonction, on va dire, en plus du produit. C'est-à-dire que sur un court-métrage ou sur un long-métrage, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Évidemment, sur un court-métrage, comme le minimum garanti est souvent très faible, on est autour de entre 500 et 1000 euros, parce qu'il ne faut pas que le montant qui soit donné à l'auteur pénalise le film. C'est-à-dire que sur un film qui va vous coûter 50 000 euros, vous ne pouvez pas filer 5 000 euros à l'auteur, c'est-à-dire 10% de ce que coûte le film, parce que vous avez plutôt intérêt à mettre ces 5 000 euros dans la fabrication du film. Donc pour le coup, s'il y a des remontées de recettes, là on peut aller très rapidement sur des 20-30% qui sont reversés à l'auteur, voire même 50%. D'accord. Et l'avantage, c'est que dans le court-métrage, il n'y a pas de distributeur. On ne passe pas par la case distributeur parce qu'il n'y a pas d'exploitation en salle. Donc du coup, on fait l'économie de cette remontée de recettes. Parce que le distributeur prend aussi un pourcentage sur les ventes à venir du projet, même si ce n'est pas lui qui le vend. Parce que c'est son rôle de distributeur de vendre le… Sur le long métrage ? Sur un court, ça n'existe pas en fait. Ça devient un vendeur. C'est-à-dire que vous sollicitez un vendeur, oui, lui il va prendre en fait une com, nécessairement, parce qu'il va faire l'exercice et qu'il a un catalogue sur les ventes qu'il fait, évidemment. Okay. Tous ces contrats de cession de droit et d'options, c'est pour que le producteur puisse réserver en fait le projet pour sa boîte. C'est-à-dire qu'il acquiert les droits de fabrication et donc du coup d'exploitation du film, de manière à ce que l'auteur n'aille pas en parallèle démarcher une autre boîte de prod pour faire le film au plus offrant. Donc c'est pour ça que moi je trouve que les contrats d'option par exemple c'est super, parce que ça permet pendant 6 mois généralement de se tester et de se dire ok, est-ce qu'on a envie de bosser ensemble, est-ce que moi ce que je fais en tant que producteur ça te satisfait toi en tant qu'auteur, et je t'explique régulièrement, on fait des points tous les 15 jours sur comment est-ce qu'on avance sur le scénario ensemble, comment est-ce qu'on met en place un plan de financement par exemple, et quelles sont les différentes étapes et comment est-ce qu'on va aller après ensemble sur du très long terme. Et on n'a pas tellement le droit à l'erreur en fait, parce qu'il n'y a rien de pire vraiment, je crois, que de devoir abandonner un projet avant même qu'il soit mis en production ou qu'il soit en production et qui du coup ne verrait pas le jour. Donc ça arrive évidemment. Et pour le coup, moi ça m'est arrivé d'avoir obtenu du financement pour un projet de court-métrage assez ambitieux et pour lequel à un moment donné on s'est rendu compte avec l'auteur qu'on ne voulait pas le même film. Et où j'ai préféré arrêter, ce qui est, je dirais, assez naturel, et c'est une discussion qu'on a eue ensemble et qui a plutôt donné lieu à, je pense, une bonne idée d'avoir décidé de pas aller plus loin. Après, c'est pas très compliqué, d'ailleurs, les droits,
on les rend, c'est pas très compliqué ça. D'accord. Tu peux on rend un contrat, exactement, et les financements que j'avais obtenus, je les ai entre guillemets transférés à la prod qui a repris le projet. D'accord, ok. Donc évidemment, moi j'ai fait du boulot, on va dire, pour rien, c'est-à-dire que j'ai fait du sourcing, j'ai cru en un projet, et voilà, et je regrette pas parce que je pense que le film qui a été réalisé n'était pas le film que je voyais et que j'aurais aimé défendre. Ouais. Donc c'est beaucoup plus pertinent comme ça. Tellement de temps investi aussi pour toi et pour tous que c'est compliqué de s'engager. Okay. Et du coup, tous ces contrats, cession de droit, ou alors même l'option, peuvent être amiables, ou peuvent être le producteur peut payer l'auteur pour dire non, je te paye genre, je sais pas, 1 000 € pour te bloquer le truc pendant 6 mois. C'est de gré à gré, donc en gros ça veut dire que ça s'offre et ça s'accepte, donc c'est une discussion, c'est-à-dire qu'effectivement après l'auteur peut me dire bah non, moi je signe pas de contrat si j'ai pas un minimum garanti de 3 000 €, et je vais lui expliquer que bah moi je trouve que le projet les vaut pas, que j'arriverai pas à le financer correctement, donc oui c'est un rapport un peu commercial sur un produit artistique, mais qui dit produit dit forcément que ça a une valeur marchande. Il ne faut pas imaginer que parce que c'est de l'art et de la culture ou une passion, ça reste avant tout voilà, un produit qu'il va falloir aller financer, qu'il va falloir aller vendre derrière, au mieux et au plus cohérent, voilà, dans les envies de chacun. Et donc c'est primordial vraiment, ça c'est un conseil que je donnerais aux jeunes producteurs et aux jeunes auteurs, c'est de ne pas se précipiter et de ne pas aller forcément au plus offrant tout de suite, et d'essayer vraiment de comprendre la relation qui va se mettre en place et s'instaurer entre les deux parties, quoi. Et mais c'est sûr que à un moment donné, vous passez plus de temps avec votre auteur et votre réalisateur qu'avec qui que soit d'autre. Donc c'est vraiment une relation un peu de couple. Hein. C'est un binôme, complexe. On peut bien s'entendre. Et du coup, l'auteur ou le réalisateur, le réalisateur par exemple n'a pas de droit sur les ventes d'un projet. Il n'y a que l'auteur. Alors en fait, si, il y a une notion qui est différente entre auteur et auteur de la réalisation. Après, le réalisateur, il a ce qu'on appelle un salaire technicien. Il va faire un film, il va être payé comme le chef-op, un peu mieux, parce qu'il est réalisateur, mais il est réalisateur technicien. Mais après, le contrat de cession de droit, par exemple, s'il y a 2 auteurs sur un projet, un qui est que scénariste, donc auteur, et l'autre qui est scénariste et réalisateur, il va avoir un contrat de cession de droit d'auteur et d'auteur de la réalisation. En fait, c'est la différence. Donc, généralement, c'est un seul et même contrat, mais qui fait une différence entre le contrat d'auteur pur avec le scénariste et le contrat d'auteur et d'auteur de la réalisation avec le réalisateur technicien, mais qui est avant tout aussi... donc, lui, effectivement, il a généralement un pourcentage plus élevé. D'accord. Mais il peut décider qu'il ne souhaite pas avoir plus que son auteur, que son co-auteur. Ça, c'est aussi de gré à gré. Tu veux dire, il a un pourcentage plus élevé parce qu'il est à la fois auteur-scénariste et auteur-réalisateur. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais donc, du coup, quand on parlait des ventes. Une prod, donc il y a une distribution de droits entre les auteurs et le prod, s'il y a vente après coup du projet, le réalisateur fait partie aussi de ses ayants droit. Bah, ça dépend s'il a mis son salaire en participation, par exemple. Donc, lui, c'est parce qu'il aura fait le choix avec le prod de mettre son salaire en participation. Ouais. Ok. Mais de base, c'est plus les auteurs scénaristes qui ont des droits. Ok. Ouais. Mais par contre, ça n'empêche pas de toucher les droits via la SACD et tout. Ça, de toute manière, ça c'est complètement autre chose. Et ça, c'est géré en direct par la SACD. Ok. Et quel droit a donc du coup plutôt l'auteur sur le choix de non, je veux pas que ce soit diffusé sur telle plateforme ou aucune. Okay. Bah non, parce qu'il cède ses droits au producteur. D'accord. Sur un contrat. Oui, mais ça n'a pas de sens. Enfin, à partir du moment où c'est l'intention est quand même de faire au mieux pour le projet, à la fois sur... Oui, évidemment que un auteur, en l'occurrence qui n'est pas réalisateur, peut avoir la sensation que l'histoire qu'il avait écrite au départ lui échappe, parce que le scénario a été réécrit, parce qu'au final, y a un film il y a des rushs, il y a un montage et il y a une histoire finale qui peut sembler... Mais c'est de la même manière quand vous adaptez par exemple un roman où l'auteur... est aussi très souvent associé à l'écriture du scénario, oui, on lui verse un minimum garanti, un MG pour... Mais ma question, elle est plus... il va y avoir des choix à un moment de vente à faire, surtout s'il y a des exclusivités de diffusion. Le choix, il se fait... C'est le producteur qui est décidé de ça. L'ayant droit, c'est celui qui a les droits
d'exploitation du film. Et là, en l'occurrence, les contrats de cession de droits font que vous cédez l'entièreté des droits d'exploitation au producteur. Et alors le producteur peut, s'il a envie, en discuter avec le réal en disant bah voilà, moi je trouve que c'est mieux de faire ça, je vais faire ça. Mais c'est pas tellement le boulot du réal, et en l'occurrence, ou de l'auteur. Quand on est sur un long métrage, c'est souvent d'ailleurs même le distributeur qui va faire ce job-là avec le producteur. Donc, est-ce que tu nous as déjà parlé de pas mal d'organismes qui peuvent aider les auteurs et réals. Est-ce que tu crois que tu en as oublié d'autres? Est-ce qu'on a parlé de la maison des artistes, par exemple? C'est un truc qui est un peu flou pour moi. Alors la maison des artistes, à mon sens, c'est une association qui regroupe plutôt des auteurs directement, effectivement qui doivent avoir une vocation de mise en réseau ou d'aider les jeunes auteurs. Mais moi, c'est un organisme avec lequel je bosse pas beaucoup. Mais qui a certainement, je sais qu'ils font à Clermont-Ferrand par exemple des rendez-vous où ils essayent de faire venir des producteurs pour qu'ils rencontrent directement des auteurs qui viennent de chez eux, où ils sélectionnent des pitchs. Si ça m'est arrivé d'ailleurs de participer à une session de pitch à Clermont il y a 2-3 ans pour rencontrer des auteurs avec des projets qui sont amenés par la maison des artistes. Donc oui, c'est des organismes qui aident les... comme ça ou pas? Non, il y en a plein qui me viennent là en plus. Pas mal, enfin, bon, en tout cas, tu en as cité pas mal de gros. Tu aurais des conseils à donner aux jeunes réalisateurs, auteurs, s'ils veulent se lancer justement dans ce monde du court-métrage, du cinéma, de tout ça c'est quoi la priorité pour eux? Est-ce que justement c'est de trouver un producteur? Est-ce que c'est de d'abord faire ses preuves en faisant un court-métrage autoproduit avec ses potes? Est-ce que comment tu fais pour trouver un producteur aussi? Vas-y, démarre-toi avec la question. Je pense qu'effectivement, ce qui moi me séduit en tant que producteur quand j'essaie de découvrir un auteur avec qui j'ai envie de bosser, c'est avant tout une rencontre, c'est-à-dire humaine du coup. Voilà, donc il faut aller dans les festivals, parce que dans les festivals, vous avez très souvent des dispositifs qui vous permettent justement de rencontrer ces auteurs, enfin ces producteurs. Quand tu dis aller en festival avec ton film, projeté ou pas? Non. C'est-à-dire que si vous êtes nouvel entrant qui n'avait rien fait pour l'instant ou qui avait juste écrit un scénario, alors à minima, il faut quand même avoir écrit, je dirais un scénario ou une envie de raconter des histoires et expliquer pourquoi. Parce que n'importe quel employeur vers lequel vous vous dirigez pour lui dire oh j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, à minima vous avez quelque chose à montrer, donc je dirais au moins ça. En tant qu'auteur scénariste, est-ce que c'est plus compliqué que pour un auteur réalisateur qui va pouvoir mis son film en image? C'est forcément un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui on a un système français qui fonctionne quand même. Les auteurs, les réalisateurs sont très souvent les auteurs. Les réalisateurs de commande, on en a quand même peu. Donc c'est rare que moi j'ai par exemple un scénario entre les mains sans réalisateur et que je me dise ok maintenant je vais partir à la recherche d'un réalisateur avec un scénario, d'autant plus que le réalisateur va très, très certainement et à juste titre vouloir intervenir aussi sur le scénario, donc c'est plus compliqué. Mais moi, j'encourage qui que ce soit qui a envie de créer du contenu vidéo, effectivement, déjà faire un petit peu ses gammes avec des produits, des productions autoproduites en l'occurrence, peut-être même un peu bancales, mais qui donnent à voir soit une intention, soit une envie, soit une patine personnelle, soit un sujet de prédilection spécifique. En gros, il faut se séduire, quoi. Donc, comment est-ce qu'on se séduit? C'est en parlant de soi, en mettant ses tripes sur la table et en étant le plus authentique possible. Et pour ce faire, c'est sûr que soit vous avez un scénario qui sort un peu de l'ordinaire et qui va arriver à taper dans l'œil. Mais après, il y a une telle multitude de producteurs, une telle multitude de contenus que j'ai envie de dire, il y a un producteur pour chaque auteur. Maintenant, la rencontre, il faut qu'elle se fasse, et elle se fait comment? C'est un peu par hasard, c'est un peu par chance, c'est un peu par opportunité. Comment tu juges même du travail du producteur en tant que réal-auteur? Comment tu peux être sûr que cette personne-là est compétente et ne va pas te faire perdre 2 ans de ta vie? C'est très compliqué, et vice-versa. Ouais, bah oui.
C'est se donner des gages de confiance, c'est-à-dire, moi, ce qui m'importe, c'est que les auteurs sont en capacité d'écouter ce que je leur fais comme retour, c'est-à-dire qu'on soit en échange mutuel et qu'on puisse se challenger. Moi, un auteur qui très rapidement en fait m'explique que c'est son idée, elle est comme ça et c'est le film qu'il voit et c'est pas autre chose, ça va être compliqué. Ouais, qui n'est pas ouvert à parce que je pense que c'est justement un matériel qui est amené à tellement bouger et c'est surtout aussi, je pense, la capacité de l'auteur réel à se remettre en question ou se poser les questions, mais se dire que ça va être un travail assez fastidieux, qu'on va prendre des coups et qu'on va devoir se relever ensemble et qu'au final, il n'y a pas nécessairement une obligation de réussite, il y a une obligation de moyens, mais on va tout faire ensemble pour que ça fonctionne. Donc il faut du temps, il faut de la patience, il faut du travail, beaucoup, un peu de sueur. Et on peut déjà voir aussi le catalogue du producteur qui l'aurait déjà. Ouais, ça c'est clair. C'est toujours plus compliqué pour un producteur qui débute aussi comme un réel qui débute. Ouais. Mais il faut bien prendre des risques au départ et prendre un pari en se disant est-ce que j'ai envie de passer les prochains 6-12 mois avec cette personne. Tu conseillerais à un réalisateur d'être son propre producteur? Ou c'est casse-gueule? C'est financièrement un peu casse-gueule. Après, notamment, tu as des structures institutionnelles qui ne verseront pas 30 ou 40 000 euros, en l'occurrence des collectivités territoriales, à un auteur qui n'a pas une structure de production, qui derrière n'a pas juridiquement L'auteur pourrait monter sa boîte de prod, être son propre... tout faire, bien sûr qu'il peut faire ça. Je pense que le désavantage de ça, c'est quand vous avez une double casquette. Mon objectif en tant que producteur, c'est de préserver l'auteur-réalisateur dans sa casquette artistique et qu'il soit tout tendu vers... Parce que sur un tournage, en l'occurrence, quand vous êtes à la fois producteur et réalisateur et que vous devez gérer les imprévus, les 30 techniciens et tout ce qui va avec, ça ne vous permet pas de vous concentrer sur votre cadre, votre image, votre mise en scène et c'est compliqué. Okay. Maintenant, sur des projets moins ambitieux et plus autoproduits, c'est évidemment plus efficace. Ouais. Pour finir, peut-être une question sur comment tu vois, toi, l'avenir à la fois de la vidéo, du cinéma, et peut-être aussi comment tu vois YouTube et toutes les autres plateformes, Amazon, Facebook, qui va lancer aussi je ne sais pas quoi. C'est quoi ta vision de tout ça? Moi, elle est assez généreuse, ma vision. C'est-à-dire que je suis un jeune nouvel entrant dans une industrie qui est en pleine transformation. Donc, je vois les avantages que peut représenter cette mutation et je ne vais pas la combattre. Enfin, je vais plutôt essayer de l'accompagner et de moi faire en sorte de justement prendre le virage en tant que producteur. Donc je suis à la fois un peu anxieux forcément, un peu l'inconnu, qu'est-ce qu'on en fait, mais c'est plutôt enthousiasmant et c'est plutôt motivant. Plein de nouvelles opportunités du coup. Il faut le voir comme des opportunités, ça ne va pas être sans difficulté, c'est évident. Ça veut dire que nous aussi, il faut 100 fois remettre notre métier sur l'ouvrage en disant « Ok, j'ai produit jusqu'à présent comme ça, potentiellement demain je ne produirai pas comme ça ». Donc il faut s'ouvrir à trouver des solutions. En fait, on va être confronté à des problématiques et il va falloir les contourner en trouvant des solutions, en optimisant. Mais je pense que l'avenir de la vidéo, elle est immense. Et les contenus vidéo vont être encore plus... on va devoir produire encore plus de contenu vidéo sur tout, quoi. On voit bien le... Après, est-ce que ça sera fait systématiquement avec un producteur? Pas forcément. Ce qui va rester, c'est la relation personnelle, je pense. Pourquoi donc tu dis ça à un producteur? C'est que tu penses que les moyens vont être tellement bas qu'il va falloir... les équipes sont trop petites, c'est ça ou... Non, au sens de... certains diffuseurs vont devenir leurs propres producteurs. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il n'y aura plus nécessairement sur tous les types de contenus vidéo besoin de producteurs traditionnels. Ça, c'est évident. Si on parle du cinéma, je pense que ça va rester parce que c'est important qu'il y ait cette différenciation entre justement le producteur, réalisateur, ce couple-là, et le couple diffuseur-distributeur. Maintenant, sur des plateformes,
qui vont plutôt produire du volume, du tuto, de la vidéo type de consommation courante ou très régulièrement, qui n'aura comme vocation d'être finalement plus tellement un produit artistique, mais plus un produit de consommation directe. C'est pas sûr, effectivement, que là, il y aura probablement un lien direct entre la plateforme et l'auteur, le réalisateur. Mais c'est pas grave. Toutes ces plateformes qui naissent, qui peuvent être payantes ou non, est-ce que tu crois à un moment qu'il y aura une espèce de saturation et si, là, on a Netflix, on a OCS, on a Canal Play, il va falloir s'abonner en tant qu'utilisateur, t'imagines quoi? Après, on va devoir s'abonner à 10 000 plateformes et... c'est presque, vous allez faire un choix aussi en fonction un peu des lignes éditoriales, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pareil, est-ce que vous prenez une carte UGC ou une carte pâtée? On est presque un peu dans cette même logique-là. Vous pourrez décider de un mois prendre ça, et puis après, le consommateur est assez volatile, et puis il y a une typologie de consommateur, c'est-à-dire que vous ne consommez pas de la même manière du contenu vidéo quand vous avez 70 ans que quand vous en avez 20 ou 10. Suivant ce que vous voulez, vous allez... C'est sûr qu'on est dans une plateforme, en l'occurrence, de tous les possibles. Donc, prédire l'avenir, ça, je ne sais pas faire. Mais je pense que ça n'ira pas au détriment de la qualité. Ça, j'y crois pas trop. Le côté, on crie un peu comme ça. Parce que les budgets baissent ou parce que... Parce qu'on sent bien que le consommateur, de toute manière, ramènera le contenu vidéo vers un contenu de qualité. Même s'il y a un nivellement à un moment donné qui se passe par de la production très rapide du contenu à bas coût, avec rien. Sur YouTube, on voit quand même je ne sais pas s'il y a une tendance, il y a de tout. Mais si on regarde les tendances, il n'y a pas forcément que des contenus qualité. C'est des contenus produits assez vite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de qualité dans leur contenu de ce qu'ils racontent. Mais quelle va être finalement l'audience que va représenter et du coup que va générer en termes de recettes ou de cash ces contenus-là, je ne sais pas dire, mais je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Et c'est pareil, les réseaux sociaux, à un moment donné, on se disait, tiens, je sais pas, il y a un article du Huffington Post là, qui date d'hier, je crois, en disant on arrive déjà un peu à la mort des réseaux sociaux qui vont se transformer en autre chose, probablement. C'était quoi cette autre chose du coup? C'est plutôt des plateformes qui vont générer du contenu autre que raconter sa vie ou s'échanger des infos. Ça deviendra plutôt un réseau économique, un réseau social au sens strict. C'est-à-dire que effectivement, c'est de la fibre, c'est du câble, c'est de la data, c'est de la donnée et c'est la capacité à toucher le maximum de consommateurs. Parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Je pense que tout ça vise à une chose, c'est à chercher le plus possible de consommateurs payants. Ouais. Pour plus de financement, tu veux dire? Pour plus de qualité. Pour peut-être les deux. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est interactivité et vidéo 360, 3D, toutes ces technologies qui peuvent paraître gadgets, ou est-ce que vraiment il y a un avenir à ça? Alors moi j'ai une position là-dessus qui est peut-être un peu rétro, alors qui est liée à une problématique personnelle qui est que je ne vois pas la 3D parce que j'ai un problème de vision binoculaire. Je suis pas tout à fait le seul. Il y a un nombre X de Français, de gens dans le monde qui doit tourner autour de 5% où on ne voit pas la 3D. Donc en l'occurrence, moi c'est compliqué. Ça, je pense on voit bien que ça n'a pas tellement explosé depuis Avatar, grosso modo. Puis le cinéma indépendant français en 3D, je n'y crois pas des masses. Tout ce qui est VR, 360, je pense que ça a un intérêt réel pour de l'immersif, c'est-à-dire du jeu vidéo, du gaming, des choses comme ça. Maintenant, en l'occurrence, je pense que c'est assez gadget pour s'imaginer de se dire on n'aura que du long métrage cinéma en 360 parce que déjà c'est assez fatigant. Ça demande un appareillage assez important. Et là, on a eu cette discussion là, justement avec le comité César parce qu'on avait un court-métrage en 360 de 5 minutes où on se disait ok, mais au-delà de la qualité du produit, comment est-ce qu'on fait pour que les 4000 membres de l'académie, si on le sélectionne dans les 24, puissent le visionner? C'est pas possible.
Donc ça ne veut pas dire que c'est parce que la technologie ne le permet pas qu'il ne faut pas y réfléchir, mais ça permet de se projeter en disant, en l'occurrence, par contre, est-ce que le consommateur est prêt à soit payer plus cher, soit s'équiper, soit vivre cette expérience-là tout seul dans son salon en se mettant un Oculus ou un casque VR pendant 1h30 pour avoir fait l'expérience au-delà de 10 minutes, c'est assez pénible. Donc soit il faut une chaise qui tourne, soit être debout pendant 1h30 et tourner soi-même. Je ne sais pas, je ne suis pas averse à tout ce qui est nouvelle techno, mais je pense que quand même la 2D c'est pas mal, ou l'expérience plane. Parce qu'il y a eu finalement un peu, ça rend la vidéo plus interactive, c'est-à-dire que le spectateur a un choix qui est plus aussi contraint que le choix de réal de faire un cadre et tu regardes que ça. Et je trouve que ça rejoint tu sais, tout ce qu'il y a eu sur Internet où tu deviens le héros, bon, finalement ça devient du jeu vidéo, où tu peux choisir qu'est-ce que fait le héros après. Ça, dans l'immersif, c'est génial. Effectivement, ça, je pense que c'est ce que permet aujourd'hui le 360. Ça n'a pas trop marché, en tout cas, ce que je veux dire, l'interactif sur le web, on n'a pas beaucoup vu de fiction interactive. Enfin, c'est pas devenu la norme. Mais non, mais moi, en tant cas d'exception. Oui, mais en tant que spectateur aujourd'hui, quand vous allez voir un film, vous n'avez pas envie forcément. De faire des choix, et ni même de vivre ce que vit le personnage principal ou un des protagonistes, avoir de l'empathie pour ou se mettre à la place d'eux et se laisser guider par un réal qui vous embarque et qui vous manipule, parce que c'est quelque part ça l'idée. C'est une expérience unique où là vous êtes dans le lâcher prise. Si c'est systématiquement pour reprendre le pouvoir et reprendre le choix de décision, c'est autre chose, et je pense que ce que permet aussi effectivement le cinéma traditionnel dans la manière dont on l'expérimente, c'est ça en fait, c'est d'être se laisser porter, quoi, et c'est assez agréable finalement. De se faire surprendre. Ouais. Et du coup, tu peux nous parler rapidement en quoi ça consiste ton rôle au comité c'est quoi la commission des Césars C'est le comité de sélection présélection des courts-métrages au César. On est 28 sages. Et on discute. Ils s'appellent comme ça? Non, c'est moi qui dis ça. Ils sont tous très sages dans ce comité. C'est très varié. Comment vous êtes nommés En fait, on est nommé par les membres. Okay. Et par l'Académie des Césars, en l'occurrence à l'Intersion, qui décide qui rentre et qui sort. C'est renouvelé toutes les années avec des entrants et des sortants. Là, moi, j'y suis au titre de, justement, président de la Fédération des jeunes producteurs indépendants et donc représentant d'une certaine forme de production de courts-métrages dans le comité fiction, en l'occurrence, puisque je suis dans le comité fiction. Et on est censé, on doit, sur la base des 490 films qui sont éligibles parce qu'ils ont obtenu un visa CNC entre une date précise et une date précise, être donc ceux qui concourent au concours du César du meilleur court-métrage 2018. On doit sélectionner collégialement 24 films, donc c'est des discussions assez... Donc tu regardes tout, vous regardez tous ensemble ou c'est chacun de votre côté? Non, on a un mois et demi pour regarder les films, et après ceux qui ont été les plus plébiscités dans un premier tour sont discutés en plénière. Et donc là c'est une expérience, tu vois énormément de films. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas tous les voir. Il faut être très objectif. Vous répartissez. Donc, on se répartit, mais il y a aussi les producteurs qui font la démarche d'envoyer les liens de visionnage de leurs films. Donc là, c'est aussi très important parce que le producteur reprend son rôle là de celui qui est le porte-parole du film et du réal, en allant justement, parce que la liste, elle est publique des membres de ce comité. Donc, un mois et demi, elle est publiée. Du coup, c'est pas du lobbying, mais c'est en tout cas sachez que voilà, j'ai tel film qui est... N'oubliez pas de le regarder, quoi. En tout cas, faites l'effort d'eux. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a abordé pas mal de points. Je pense qu'on est bien. Du coup, il faut s'inscrire à la fédération si on est producteur? Je pense que si vous êtes jeune producteur indépendant ou jeune auteur également, parce qu'on a des possibilités pour les membres amis de faire rentrer aussi des auteurs qui ont vocation à devenir des futurs auteurs avec producteurs. En fait, c'est ça l'idée. Ça permet aussi justement de créer ces liens-là à ces endroits-là. La Fédé, c'est fjpi.org. Le site est en ligne et vous avez un lien pour vous inscrire.
Et on peut venir, il faut être inscrit pour pouvoir venir aux événements justement, de rencontres, tout ça? Bah, c'est mieux. Okay. Après, cet événement-là, il a lieu une fois par an au mois de juin. Okay. Et là, il y a le lien qui s'appelle jjpi.eu, mais le site est en reconstruction pour faire un site unique à partir de l'année prochaine. Super. Bah, merci Benjamin pour ton super retour d'expérience et puis tous tes conseils. Merci. Salut.